Bonjour, bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web, un épisode un peu particulier que l'on place sous le signe de la mémoire pour parler de François Verdier, de l'humanisme à l'engagement, en compagnie d'Elérica Leroy, historienne. On connaît François Verdier, ou plutôt Forain, figure emblématique de la résistance, qui est celui qui, à l'image de Jean Moulin, a su unir toutes les forces de la résistance dans la région toulousaine, avant d'être arrêté par la Gestapo et assassiné en forêt de Bouconne le 27 janvier 1944, sans avoir parlé. François Verdier, c'est un nom familier des Toulousains. Des allées François Verdier, une station de métro porte son nom, ainsi que plusieurs collèges dans la région Occitanie et plusieurs communes des alentours qui ont une rue à son nom. Il y a une association nommée les Amis de Forain François Verdier qui a été créée en 1944. Et chaque année, le 27 janvier, une cérémonie d'hommage est organisée sur les lieux mêmes de son assassinat. Mais pour autant, qui était François Verdier? Quel homme était-il? Un notable, entrepreneur reconnu de ses pairs, citoyen investi, qui devient juge au tribunal de commerce, secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme, qui participe également aux actions de soutien aux républicains espagnols, qui organise collecte, l'envoi de matériel en Espagne. Quel est vraiment son parcours, son sens de l'engagement? Avec quelle conscience et quelle valeur est-ce qu'il a acquis cet esprit de résistance qui l'a conduit à se dresser contre la haine et l'oppression au prix de sa vie? Pour évoquer François Verdier, Elérica Leroy. Elérica, merci d'être là. Merci à vous. Tu es historienne, spécialiste de l'histoire de la résistance, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, dont François Verdier, L'honnête homme, le résistant, l'unificateur, paru aux éditions Privat en 2014. Et tu travailles également plus particulièrement sur la résistance dans le Midi toulousain. Tu complètes tes écrits par des conférences, des expositions, des photos, désormais des circuits citoyens que tu animes dans Toulouse. Tu vas nous en dire un mot pour le grand public dans le cadre de tes missions au conseil départemental. Avec une proximité que tu proposes au grand public pour lui permettre de s'approprier pour chacun cette histoire et qui participe au travail de mémoire. Et tu fais également partie de l'association Mémorial François Verdier. Ai-je oublié quelque chose ? Rien du tout, mais effectivement, j'ai choisi de faire connaître l'histoire de la résistance, les combats, les engagements, dans les lieux, enfin sur place, là où les faits se sont passés, et je m'appuie en fait sur les rues, sur les maisons, les villages pour évoquer cette histoire, pour que les gens soient plus imprégnés. On va pouvoir voir peut-être un peu plus tard dans cet entretien, dans quelques instants, comment justement travaille une historienne ou un historien lorsqu'il travaille là-dessus. Peut-être pour conclure cette présentation, le nouvel ouvrage à paraître de manière imminente que tu viens d'achever sur le massacre de Marsoula, le petit village de Haute-Garonne, où le 10 juin 1944, le même jour qu'Oradour-sur-Glane, 27 habitants ont été assassinés par une division SS. Donc un ouvrage en parution prochaine par le conseil départemental. Quelques mots Oui, tout à fait. L'ouvrage devrait sortir dans la deuxième quinzaine du mois de février prochain. En fait, c'est un ouvrage qui a été réalisé à l'initiative de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Et nous avons apporté le côté historique à cet ouvrage pour faire connaître ce village martyr qui a été totalement oublié, puisque chacun se souvient en France d'Oradour-sur-Glane, qui est conservé dans l'État. Mais ce même 10 juin 1944, la division SS Das Reich s'est répandue dans le village et a assassiné 27 habitants et un résistant. Des habitants qui avaient entre 3 mois et 68 ans. C'est le summum de la sauvagerie en Haute-Garonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, mettre un éclairage sur, et lutter contre l'oubli sur ce village. Tout à fait, ça concourt bien entendu tout le travail de mémoire auquel tu participes. Alors Elérica, pourquoi avoir choisi d'écrire sur François Verdier? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce personnage? Alors, François Verdier, en fait, moi, je ne suis pas toulousaine. Et quand je suis arrivée ici pour travailler avec l'historien Pierre Laborie à l'Université du Mirail, j'ai entendu parler d'une cérémonie en forêt de Bouconne. J'y suis allée. Là, j'ai vu près de 200 à 300 personnes en forêt un dimanche d'hiver. Et je me suis dit, tiens, qui est cet homme à qui on vient rendre hommage? Et puis...
on savait peu de choses de lui, donc j'ai voulu creuser. Et ce personnage m'intriguait. Moi, je viens de Chartres, où se trouvait Jean Moulin, où il était préfet au moment de la défaite française en 1940. Voilà, donc j'ai fait le parallèle et je me suis dit, bon, il faut aller voir qui est cet homme, creuser un peu. Alors justement, creuser un peu, comment est-ce qu'on aborde le travail d'historien quand on veut écrire sur François Verdier? Alors sur François Verdier, ce fut compliqué. François Verdier n'est pas quelqu'un qui a laissé beaucoup d'écrits. La résistance en général n'a pas laissé beaucoup d'archives, pour cause, puisque écrire une adresse clandestine ou des consignes clandestines, c'était prendre le risque que ces consignes tombent dans les mains des Allemands. Donc ça a été un long puzzle qui m'a pris près de 3 ans. Et j'ai été beaucoup aidée par les archives personnelles conservées par la fille de François Verdier, Françoise Mounette, voilà, qui m'a fait confiance et m'a donné les quelques documents qu'elle avait pu sauver lors de l'arrestation de son père en décembre 1943. Alors dans ton ouvrage que j'ai à la main, François Verdier, le sous-titre, l'honnête homme, le résistant, l'unificateur, est-ce que ce sont les mots qui qualifiaient le mieux François Verdier? L'honnête homme, oui. J'ai rencontré il y a quelques années Louis-Marie Raymondis, qui était un grand résistant toulousain et qui fut président de l'association François Verdier Libération Sud, qui me disait toujours François Verdier, c'était l'homme de la terre, l'homme qui faisait avec les mains. Il avait un côté profondément honnête qu'on va retrouver après en tant que chef d'entreprise. L'unificateur, oui, parce que ici, en région toulousaine, la résistance était très politisée, beaucoup de gens très opposés, que François Verdier a réussi à unifier, à l'instar de Jean Moulin au niveau national. Et le résistant, oui, parce qu'il était résistant avant même la défaite de la France. Ça semble paradoxal, mais ici, en région toulousaine, la guerre d'Espagne est un événement majeur qui va constituer le début de cette longue guerre. Pour comprendre comment François Verdier est devenu forain, le résistant, celui qui a sacrifié sa vie en pleine conscience, il semble nécessaire de comprendre qui était François Verdier, l'homme. Quel est son parcours, Elérica, de ses origines paysannes au notable toulousain qu'il est devenu par la suite? Alors François Verdier est né dans un petit village d'Ariège qui s'appelle Lézat-sur-Lèze, dans une famille d'artisans forgerons, une famille unie. Il était très, très proche des gens. François Verdier, par exemple, c'est quelqu'un qui aimait parler en patois. Alors je sais plutôt en occitan. C'est quelqu'un qui avait cet amour de l'authenticité. Et puis, comme de nombreux paysans, il a connu l'exode rural pour rejoindre la ville vers l'âge de 11-12 ans. Il va faire des études il va aller jusqu'au lycée et il va faire des études pour devenir instituteur. Il aura son diplôme. Et puis survient la Première Guerre mondiale. Son père est envoyé au front. Et François Verdier, à 18 ans, alors qu'à l'époque la majorité était à 21 ans, va faire le choix de s'engager comme volontaire pour rejoindre son père sur le front. Il va ensuite, au retour d'Allemagne en 1920, intégrer le petit magasin d'outils et de machines agricoles de son père, rue Matabio à Toulouse, avant, dans les années qui suivent, créer sa propre entreprise qui aura une envergure régionale et internationale, notamment avec des liens vers l'Espagne qui lui serviront pendant les années noires. Voilà, et au passage, la constitution d'un très gros réseau relationnel dans toute la région, réseau de connaissances qui va lui servir, je suppose que tu reviendras par la suite, lors de ces années de résistance. Il connaît beaucoup de gens, il va chercher de l'aide assez régulièrement. Tu as évoqué son engagement en 1918 dans l'armée, sur la fin de la guerre. Une des photos d'illustration de ton ouvrage le montre enfant, costumé en soldat, avec le fusil à l'épaule. Il doit avoir 4 ou 5 ans, je suppose. La photo n'est pas datée. Est-ce que François Verdier a été élevé dans le patriotisme?
Tout à fait. Le patriotisme, c'est la valeur principale de François Verdier. Comme de nombreux résistants, c'est ce patriotisme exacerbé chez François Verdier qui va les pousser dans leur engagement résistant. On a l'exemple, par exemple, de Germaine Tillon ou de Jean-Pierre Vernant. Ce patriotisme va être le moteur de leur engagement résistant. François Verdier, on est dans l'école publique et républicaine et laïque du début du siècle, sous le ministère de Jules Ferry, à l'instruction publique, pour qui la priorité était le patriotisme. D'où cette photo d'enfant que je montre régulièrement aux collégiens, qui porte un fusil. Voilà, c'est surprenant, mais François Verdier a baigné là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui l'aura chevillé au corps toute sa vie. C'était très certainement très ancré dans la mentalité française à cette époque-là, puisque c'était après la guerre de 1870, donc il y avait un esprit de revanche aussi, très certainement. Voilà. Il y a également, avant cet engagement résistant, je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de feuilleter ce parcours de François Verdier, que tu as si bien reconstitué dans ton ouvrage. Il y a plusieurs engagements préalablement, civils et peut-être un peu plus politiques pour le dernier. Il va être d'abord initié au sein d'une loge maçonnique. Tout à fait, oui. En 1934, c'est les rencontres qu'il va faire à Toulouse qui vont le conduire vers la loge de franc-maçonnerie Les Cœurs Réunis. Mais c'est surtout les personnes qu'il rencontre et qui vont l'initier et qui vont le conduire sur ce chemin assez profond des valeurs essentielles de sa vie. Est-ce qu'on peut justement penser que c'est cette appartenance à une loge maçonnique qui a forgé ce sens de l'engagement ou contribué à modeler Certainement, oui. En tant que franc-maçon, François Verdier devait s'engager dans la société. Ça fait partie des missions de la franc-maçonnerie et il va appliquer concrètement ce dont il parle. Et pour lui, ça va se faire au sein de son entreprise, en étant très solidaire des petits paysans et des agriculteurs qu'il rencontre partout dans la région, en faisant toute facilité pour qu'ils aient les machines adéquates. Il est toujours très facilitateur. Son engagement aussi au sein de la Ligue des droits de l'homme, et qui tombe à un moment très particulier pour la région, puisque la guerre éclate en Espagne et que les raisons sont multiples d'intervenir au nom des droits de l'homme. Alors justement, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas bien cette période, on est en 1936. À ce moment-là, François Verdier s'engage dans des actions solidaires. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le contexte de la guerre d'Espagne et plus particulièrement de la retirada, ce qu'on appelle la retirada, et le type d'action que François Verdier a mené durant cette période? Oui. Alors François Verdier intervenait donc pour des actions de solidarité avec la Ligue des droits de l'homme, de solidarité vis-à-vis des républicains espagnols. Alors cette guerre d'Espagne, elle éclate en 1936. Elle va devenir le terrain d'entraînement d'Adolf Hitler, puisqu'il y envoie sa fameuse Légion Condor. Voilà, de Mussolini. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de guerre civile, à mon sens. Et c'est vraiment les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de républicains espagnols arrivent en France dans des conditions extrêmement difficiles, bien avant la retirada de février 1939. François Verdier va, par exemple, prendre en charge un républicain espagnol qu'il va héberger, à qui il va fournir un travail et essayer d'aider autant que possible, fournir... contribuer à ce que des républicains espagnols reçoivent des biens alimentaires, des biens matériels. Il utilise les camions de son entreprise pour faire livrer... alors, peut-être des armements, ça j'en ai pas trouvé, il n'y a pas de trace écrite, mais en tout cas, ce qui est certain, une aide alimentaire et matérielle aux républicains espagnols, et encore plus après février 1939, quand ces milliers d'Espagnols, civils, militaires, enfants, vieillards, franchissent les Pyrénées et sont cantonnés, sont concentrés dans des camps sur des plages et bien d'autres camps autour de Toulouse.
pour bien expliquer le terme de retirada que tu as employé, c'est effectivement le retirada, cet exode des réfugiés espagnols qui passent les Pyrénées. 500 000 Espagnols. 500 000 et qui arrivent en France, dont beaucoup d'ailleurs finiront dans des camps d'internement, y compris en Haute-Garonne, dans différents camps, dont celui de Noé. Donc un engagement généreux, humaniste à cette occasion-là. Puis il y a notre engagement aussi plus civil qui repose sur ses activités professionnelles, puisque François Verdier se retrouve, alors je ne sais pas quelle on est. 1938. 1938, donc on est juste un petit peu après. Je te laisse expliquer. En fait, ses collègues, chefs d'entreprise et commerçants, François Verdier s'est vraiment fait une réputation d'honnête homme. Il n'y a pas d'autre mot. François Verdier va être sollicité pour poser sa candidature au tribunal de commerce. Et donc, il va être élu juge suppléant à partir de 1938 et être sollicité pour trancher les litiges et les affaires. Et ce poste-là révèle bien la personnalité de François Verdier. Là, j'ai trouvé de nombreux témoignages au tribunal de commerce de ses anciens collègues qui montrent qu'il était toujours dans la conciliation. Il fallait toujours arrondir les angles. Et puis surtout, il était connu pour animer joyeusement le tribunal de commerce, mettre de la légèreté, de l'humour, de la joie. Enfin, on voit que cet homme-là était vraiment quelqu'un de profondément optimiste, sur la nature humaine. Voilà, profondément optimiste et très engagé, puisqu'à cette période-là, il est donc dignitaire franc-maçon, secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme, et également juge au tribunal de commerce, tout en étant un dirigeant d'une entreprise assez conséquente, qui a un rayonnement important sur la région. Et ça, c'est jusqu'au moment où, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Oui. Alors en 1939, il est de nouveau mobilisé. Il est déjà assez âgé, entre guillemets. Il a 39 ans. Donc il est mobilisé dans l'une des casernes qui se multiplient dans Toulouse. Et il dénonce, ça ce sont les témoignages qu'il a fait à ses amis, il dénonce les conditions dans lesquelles les militaires français sont traités. Il est navré de voir comment l'armée n'est pas préparée du tout en 1939 à affronter une nouvelle guerre. Il est un peu écœuré de voir comment sont organisées les choses. Voilà. Il maintient son activité d'entreprise, il délègue, il fait confiance. Et toute la période où il est mobilisé, il fait confiance à ses adjoints pour diriger son entreprise. Voilà, il finit par être démobilisé pour raison de santé, je crois. Oui, il avait une santé un dossier médical plutôt mauvais. Voilà, ce qui permet de dire que finalement, il aurait pu rester tranquillement chez lui. C'est sûr. Voilà, et donc, comment François Verdier, qui n'est pas encore devenu forain, qui n'a pas encore adopté un nom, un pseudonyme de clandestinité, entre-t-il en résistance ? Alors François Verdier, il est en fait déjà depuis ses engagements à la Ligue des droits de l'homme et les amitiés qu'il a, avait déjà commencé une forme de résistance. Au moment de la défaite française, il est effaré. Il est effaré de voir au pouvoir ce maréchal Pétain, c'est tout ce qu'il exècre. Et donc les premières réunions clandestines avec ses amis proches s'organisent. Il y a une photographie d'ailleurs que j'ai mise dans le livre qui illustre bien ces réunions clandestines entre personnes de confiance. On commence à parler pas d'une résistance, mais d'un moyen de réagir. Et avec ses amis, ils vont créer un groupe qui s'appelle Vérité, un petit groupe, tout petit groupe, qui va ensuite rejoindre un noyau un petit peu plus important qui portera le nom de Liberté, Égalité, Fraternité. C'est dire les valeurs qui animent François Verdier et ses amis, avant de rejoindre un petit peu plus tard le mouvement créé par Emmanuel Dastier de la Vigerie, le mouvement Libération Sud, qu'il va intégrer dès fin 1941 aux côtés des syndicalistes, notamment de la CGT, de la Bourse du Travail, Julien Forgue par exemple. François Verdier va aussi fréquenter la librairie de Silvio Trentin, qui est une librairie antifasciste où Silvio Trentin, ce parlementaire italien antifasciste qui avait fui Mussolini, prononce des discours et confirme cette volonté de ne pas se soumettre au fascisme et au nazisme. Alors avec un
Un fait particulier, puisqu'en 1941, Vichy, d'une part, dissout les syndicats et donc bien entendu les loges maçonniques, qui sont, à ma connaissance d'ailleurs, dans les premières visées. Ah, tout à fait, c'est juillet 40. Voilà. Et François Verdier, et en plus démissionné d'office, je ne sais pas comment on dit, de son titre et activité de juge du tribunal de commerce. Oui, on le démet de ses fonctions. Il y a un arrêté qui est pris par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain avait une haine profonde des francs-maçons qu'il jugeait responsable de la défaite, de la Troisième République, de tout. Et donc la première mesure qu'il prend, c'est donc cette loi contre... alors jamais le mot franc-maçonnerie, loge n'est prononcé dans la loi. On parle de société secrète. Et François Verdier a le cœur brisé, sincèrement. On le lit dans sa lettre qu'il est obligé d'écrire pour confirmer son éviction. Et là, pour lui, c'est un coup dur. Ouais. C'est... Perdre ce poste au tribunal de commerce, c'est vraiment un coup dur pour lui, mais il était déjà engagé dans le combat clandestin. Alors, à cette époque, 41, Toulouse n'est pas encore en zone occupée. Elle ne le sera en novembre 1942, le 11 novembre 1942 pour être précis. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le contexte de cette époque et puis le type de résistance finalement? L'occupant n'est pas là, c'est le régime de Vichy. Quelles sont les activités clandestines de Verdier et de ses amis et des différents réseaux? Alors pour François Verdier en particulier, ses activités, ça va être principalement de recruter des résistants. Le souci en 1941, c'est qu'entrer en résistance, ça veut dire désobéir. Et dans l'esprit de tout à chacun, c'est compliqué. François Verdier inspire confiance. Il est connu dans le Tarn, en Aveyron, dans le Gers, dans tous les départements de l'ancienne Midi-Pyrénées. Il sillonne les marchés, les villages. Et il arrive comme ça à créer des bases un peu partout et à recruter les gens qui hésitaient un petit peu à faire des choses pas forcément très légales, notamment permettre des caches d'armes, permettre de donner des informations. François Verdier a aussi énormément de relations à Toulouse, c'est vraiment un notable, et il connaît tous les milieux de la préfecture, de la police, donc il intervient parfois pour faire libérer tel étranger ou tel communiste arrêté. Il utilise ses relations en faveur de la résistance. L'activité de François Verdier, elle est surtout là. Et puis à partir de 1942, il va travailler de près à ce qu'on appelle le noyautage des administrations publiques. C'est-à-dire infiltrer tous les services de l'État pour obtenir le maximum d'informations. Il va faire ça aux côtés du docteur Maurice Dide, qui lui était au mouvement combat. Donc François Verdier était à Libération Sud et il était l'adjoint de Maurice Dide au noyautage des administrations publiques. Alors peut-être un petit panorama des différents mouvements, Libération Sud, combat, et de leurs spécificités peut-être les unes par rapport aux autres. Alors ici, en Haute-Garonne, et comme dans beaucoup de départements en zone sud, le mouvement principal, c'est Combat, le mouvement créé par Henri Freinet, d'où les grosses difficultés pour Jean Moulin pour soumettre Combat. François Verdier, lui, était dans le mouvement Libération Sud, qui regroupait un panorama plus large de syndicalistes, de socialistes, de communistes, d'ouvriers, d'artisans. Et puis un autre mouvement existait qui est plus minime ici en Haute-Garonne, c'est le mouvement Franc-Tireur. Et ces trois mouvements avaient chacun un journal, puisque la censure régnait. La censure du régime de Vichy, la censure des Allemands. Donc il fallait communiquer, l'urgence était de communiquer l'information qu'une résistance existait, et ces journaux étaient très importants. Voilà. Et ce que va faire Jean Moulin au niveau national, c'est d'unir ces trois mouvements, créer une armée secrète, créer des groupes francs d'action, et puis créer une unité politique de la résistance intérieure. Alors on va y venir justement, peut-être auparavant. Donc on voit bien tant que la région sud, la zone sud n'est pas encore occupée, on est plutôt sur de l'action politique, propagande, constitution de réseau. Est-ce que 1942 marque une transition forte pour François Verdier et pour les différents mouvements ?
À partir du moment où l'armée allemande devient une armée d'occupation. Oui, quand la zone non occupée est envahie par les Allemands, en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, c'est l'excuse invoquée. Là, pour les résistants et même pour la population en général, tout change de manière radicale puisque Toulouse passe à l'heure allemande. Les Allemands occupent les plus beaux bâtiments de la ville, les grandes maisons autour. Les panneaux sont maintenant en langue allemande. Et puis, évidemment, quand les Toulousains voient arriver les chars allemands, bon, il y a quand même un effroi. Voilà. Pour les résistants, ce que ça change concrètement, c'est que maintenant, ils n'ont plus affaire seulement à la police de Vichy, où François Verdier arrivait encore à intervenir pour faire libérer un tel ou un tel. Non, là, maintenant, ce sont les services de sûreté allemands, la Gestapo, telle qu'on la présente. Et là, c'est plus du tout la même chose. Ce sera d'ailleurs un choc terrible lorsque le premier résistant sera retrouvé mort, torturé. On comprendra que maintenant, la lutte clandestine, ça signifie la mort et la souffrance. Alors, peut-être deux choses. D'abord, effectivement, François Verdier ne craint pas de s'exposer, de prendre des risques. À certains moments, il va directement voir le préfet pour plaider la cause de tel ou tel. Oui. Il y va franchement, ce qui me conduit à dire que finalement, il ne rentre pas en clandestinité. La base de son action, c'est justement de continuer de jouer son rôle de notable, avec évidemment une face cachée, mais à aucun moment il ne part dans un maquis complètement totalement dans la clandestinité. Il reste chez lui jusqu'au dernier jour, finalement. Ouais. Quand on regarde, alors il y a un petit objet qui est aujourd'hui conservé au musée de la Résistance. C'est un petit agenda professionnel de François Verdier pour le début de l'année 1943, où on voit très bien que la vie de François Verdier ne fait qu'un. Il n'y a pas de clandestinité. Les activités résistantes se décident dans le bureau de son entreprise Chemin du Raisin, derrière la gare Matabio. C'est là qu'il reçoit Maurice Dide, Raymond Nave. C'est là qu'il donne ses consignes. Tout est mélangé sur l'agenda. Les consignes de la résistance, les affaires professionnelles, les affaires personnelles. Tout est mélangé. Et François Verdier, par exemple, avant juin 1943, ne prend pas de pseudonyme. Alors que pour beaucoup de résistants, systématiquement, on prenait un pseudonyme. François Verdier, non, lui, il n'a pas besoin. Et puis, il ne le souhaite pas. Alors, c'est effectivement, on ne peut pas s'empêcher de comparer François Verdier à Jean Moulin, me semble-t-il. De Gaulle lui confie, c'est en juin 1943, je crois, la responsabilité d'unifier les groupes et les mouvements de la résistance à Toulouse et en Haute-Garonne et dans la région. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il devient forain. Oui, alors en fait, quand il est décidé donc, d'unifier, donc le 27 mai 1943, c'est la date officielle de création du Conseil national de la résistance, sous l'égide dont nous avons ici un petit exemplaire du programme du CNR qui, lui, sera publié l'année suivante. Voilà, les jours heureux. Les jours heureux, qui seront la base de cette société nouvelle que voulaient les résistants. François Verdier n'est pas choisi parce qu'il appartient au mouvement Libération Sud. Comme je te disais tout à l'heure, ici, c'est combat. Et donc, au niveau national, on choisit un résistant qui n'est pas d'ici, Jacques Donte, qui est un proche d'Henri Freinet, sauf qu'il ne sera pas du tout accepté par les résistants locaux. Il va subir une campagne vraiment de calomnie, il n'y a pas d'autre mot. Et il doit rejoindre Alger très rapidement. Dans l'urgence, le comité directeur des mouvements unis de la résistance demande à François Verdier de quitter Libération Sud et de rejoindre Combat pour pouvoir être le chef régional des MUR, les mouvements unis de la résistance. Mais là encore, la tâche sera compliquée pour François Verdier, puisque on verra comme une trahison le fait qu'il ait rejoint Combat juste pour être chef régional, et il aura les plus grandes peines du monde à organiser sa fonction, parce que lui aussi va être victime d'une campagne de calomnie. Par exemple, certains vont ressortir des fichiers du Parti populaire français, qui était un parti d'extrême droite, dirigé par Jacques Doriot. Et on va laisser entendre que François Verdier fait partie du PPF, ce qui est totalement faux. Et il aura bien du mal à le prouver et en même temps à organiser cette lutte clandestine qui est urgente. Tout est à faire quand François Verdier devient chef des MUR.
Voilà, parce que finalement, il devient chef des murs sur un temps qui est relativement court, puisque juin 43, et nous arrivons à décembre 1943, le moment de son arrestation par la Gestapo. Donc comment ça se passe? Comment est-ce qu'il a été repéré? Quel est le contexte des réseaux de résistance et de la répression de l'occupant sur cette période-là? Alors on est à un moment, juin 1943, on est à un moment stratégique pour la résistance qui monte en puissance. François Verdier, à la tête des murs, doit tout organiser. En fait, la résistance et les murs doivent créer des services parallèles à tout ce qui est officiel. Ils doivent créer de futurs ministères de la résistance, donc placer des résistants à la mairie, à la préfecture, dans les services de la poste, les transports, les cheminots, tout. Et donc, il est pressurisé. Il n'y a plus une minute pour lui, là. Donc là, effectivement, il devient forain. Pour ses autres contacts, ce ne sera plus François Verdier, mais ce sera forain. Il a choisi ce pseudonyme, en fait, quand on lui a demandé, quand il a été nommé, que le représentant parisien lui a dit « Bon, bah, tu dois trouver un pseudonyme ». Il y avait un petit catalogue dans la pièce où il était, de Jean-Louis Forain, qui était un caricaturiste de la fin du 19e siècle. Et il va choisir ce pseudonyme qui l'accompagnera jusqu'à sa mort. On est dans une période où les services allemands ont infiltré la résistance, en particulier dans le secteur de Montpellier. Et la Gestapo de Montpellier va donner énormément d'informations sur les murs à la Gestapo toulousaine. Bon, unis de résistance. Ouais. Et va s'ajouter à cela des infiltrations organisées par la Gestapo parisienne, ce qui est connu sous le nom de la bande Bonny-Lafont. Carlingue. La Carlingue, la Gestapo française à Paris, qui va envoyer plusieurs de ses agents à Toulouse pour infiltrer les mouvements unis de la résistance. Et enfin, un homme, le chef des services de renseignement des mouvements unis de la résistance, un homme que n'a pas choisi François Verdier, qui lui a été imposé par d'autres résistants de combat. Lui va se faire manipuler et il va donner les noms, il va donner les plans, notamment de l'installation d'un maquis et les plans qu'il avait élaborés pour la libération du territoire. Il va donner tout ça à un agent de la Gestapo. Et cela va conduire à la très vaste opération de minuit, c'est la Gestapo qui l'a appelée comme ça, où simultanément, le 13 décembre 1943, les Allemands vont se répandre dans Toulouse, dans toute la Haute-Garonne et dans les départements à proximité, et arrêter tous ceux dont ils ont les noms. Jusqu'à Foix, jusqu'en Ariège. Oui. À Foix, le résistant qui œuvrait aux côtés de François Verdier va être assassiné. Alors, il y a à cette époque-là, dans cette opération de minuit, un mystérieux monsieur Henri, dont on ne peut pas s'empêcher de demander s'il s'agit de Henri de Lafont. Oui, tout à fait. Tristement célèbre, 93 rue Lauriston. Oui, Chamberlain de son... D'accord, donc l'acolyte de Bonny. Oui. D'accord. Et c'est le réseau en personne donc, pour piloter cette opération d'envergure. Ah oui, puis il a envoyé ses adjoints qui, heureusement, seront neutralisés par le réseau Morange, à Brax, qui va limiter le nombre d'arrestations. L'action du réseau Morange va être très efficace sur la bande Bonny-Lafont. Alors, peut-être un mot sur le réseau Morange, puisque François Verdier, forain, a été très souvent en lien avec ce réseau. Oui, parce que ce qui gênait François Verdier, en fait, c'est que la résistance, vue de Londres, vue de Gaulle, ne devait pas agir, ne devait pas mener d'action directe pour ne pas provoquer des arrestations parmi les civils et des actions de répression. Or, l'armée secrète et François Verdier avaient besoin de groupes d'action. Et c'est avec Marcel Taillandier, parce que Marcel Taillandier, lui, avait créé un réseau, le réseau Morange, qui était spécialisé dans la neutralisation des collaborateurs et des agents de la Gestapo. Il les enlevait discrètement, il les conduisait au château de Brax ou au château de la Hache dans le Gers. Il faisait un interrogatoire sur le mode policier ou judiciaire, du moins, et faisait faire des aveux à ses présumés collaborateurs, et ensuite ils étaient abattus. On leur appliquait la mesure D. Et c'est vrai que... Alors, la mesure D c'était une balle, l'exécution et un enterrement discret dans les bois
du château. Et c'est vrai que cette action directe, ces groupes francs gérés par le réseau Morange, c'était une arme essentielle pour François Verdier. Donc les liens sont très très proches entre Marcel Taillandier et François Verdier. Les actions communes vont être régulières. Oui, tu auras peut-être l'occasion d'y revenir dans quelques instants, puisque le réseau Morange avait même monté une opération pour tenter de faire évader François Verdier. Donc on est en 1943, au mois de décembre, cette fameuse opération Minuit d'envergure, et François Verdier, dans le collimateur, il a été repéré. Pour autant, il aurait pu fuir. Certains ont tenté de l'avertir, mais finalement, il ne s'enfuit pas. Tout à fait. Début novembre 1943, son adjoint, Roger Bataille, qui était chargé des réseaux d'évasion, est arrêté. François Verdier, ce soir-là, se rend chez Roger Bataille et il évite l'arrestation de justesse. Là, les autorités de la résistance lui demandent de changer de pseudonyme. Forain devient Marie. Et on lui fait comprendre qu'il va falloir quitter Toulouse, qu'il est grillé. Il dit à sa femme que la situation est difficile pour une semaine, mais qu'après, ils vont partir. Et quand il est arrêté, le 13 décembre 1943, il a dans sa poche un billet de train pour Paris, pour le 15 décembre, où il devait se rendre justement pour avoir des consignes pour la suite. Bon. Et c'est la détention, la torture, les interrogatoires. Ouais. Période... de toute façon, la Gestapo sait très bien qui elle a arrêté. François Verdier prend le parti, et on le voit dans son journal carcéral, il prend le parti de dire non, mais attendez, vous m'avez arrêté, moi je suis chef d'entreprise, je m'appelle François Verdier, je fais j'ai une entreprise de machines agricoles, je ne fais pas de terrorisme. Et donc, il va garder pendant les 44 jours d'interrogatoire qu'il va subir. En fait, donc, il est conduit de rue Meignac, à côté du Jardin des Plantes, là où se trouve le siège de la Gestapo. Il est enfermé dans les caves de cette maison et remonté régulièrement pour interrogatoire. On a le témoignage d'un Allemand qui a été arrêté à la Libération, qui nous raconte que les cris que poussait François Verdier ont été terribles. La torture, on a quelques témoignages de résistants qui ont croisé François Verdier, parce qu'on ne sait pas pourquoi les Allemands, pendant un moment, le renvoient à la prison Saint-Michel en cellule collective. Donc on s'imagine que c'est pour que François Verdier parle et que l'un de ses codétenus raconte à la Gestapo ce qu'il a entendu. Vous savez, l'utilisation des moutons, quoi, ce qu'on appelle des moutons. Alors justement, il y a une tentative la pression semble énorme sur lui. Il se raccroche. Il y a dans ton ouvrage un fait, je trouve particulièrement émouvant, c'est de la lettre qu'il a écrite durant sa détention et qui est parvenue jusqu'à nous, qu'il a écrit à sa femme et à sa fille, à Jeanne et à Françoise. Quand il a été arrêté, il avait dans sa poche un courrier destiné à son fils qu'il va utiliser jusqu'à le petit dernier centimètre carré de papier. En fait, à partir du 2 ou 3 janvier, donc 15 jours après son arrestation, il est renvoyé à la prison Saint-Michel et c'est à ça qu'il se raccroche. Il ne sait absolument pas ce que sont devenus sa femme et sa fille, puisque les Allemands lui font du chantage psychologique. Ils lui disent « on a arrêté ta femme, on a arrêté ta fille ». C'est vrai que les nazis vont chercher partout dans Toulouse sa fille de 12 ans, Françoise Mounette. Et lui, donc, se raccroche, c'est ce qui va lui permettre de tenir, c'est sa force morale. Et donc, dans ce que j'appelle ce journal carcéral constitué d'une enveloppe, d'un dos de lettres, et puis ensuite de papier toilette, et puis à la fin de papier à cigarette. Et on voit avec quel désespoir il écrit, et il ne parle que d'amour, que de sa femme, que de sa fille, que de ses années heureuses, où il vivait tranquillement dans sa maison de la rue du docteur Jean Harlot à Toulouse, où il était dans sa propriété du Gers, parce que je t'en ai pas parlé de ça, mais ça montre encore cet attachement à la terre qu'avait François Verdier dans cette propriété de la Salle dans le Gers. Voilà, il se raccroche à tout ça pour résister aux interrogatoires qu'on sait extrêmement violents.
physiquement et psychologiquement de la Gestapo. Voilà, puisqu'il y a à un moment donné un retour d'interrogatoire où il est ramené à la prison Saint-Michel, ça où en fait tu vas retrouver des traces. Il a suffi d'un homme pour le garder, tellement il était mal en point, il risquait pas de s'évader. Il y avait juste un chauffeur dans la voiture et François Verdier sur la banquette arrière qui était physiquement incapable. C'est pour ça que là aussi il y a une analogie avec Jean Moulin, un parallèle. Voilà. La question d'ailleurs c'est est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés ou est-ce qu'ils ont eu des destins parallèles? Alors, je n'ai pas trouvé trace de rencontre de Jean Moulin et François Verdier. Peut-être aussi parce que Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance en mai 1943, mais il a arrêté très rapidement à Caluire le mois suivant. Et François Verdier n'avait pas été nommé à cette époque-là chef régional des Murs. La seule trace de passage de Jean Moulin à Toulouse, je l'ai trouvée en 1941 dans une archive de la préfecture conservée aux archives départementales, qui montre que Jean Moulin a tenté de venir à Toulouse voir son ancien secrétaire de préfecture en Eure-et-Loire pour lui avoir un papier lui permettant de quitter la France pour rejoindre Londres. Bon, il a été dénoncé immédiatement, Jean Moulin. C'est la seule trace de passage de Jean Moulin à Toulouse. Alors je voulais qu'on revienne un instant sur Jeanne, sa femme, qui est peut-être parfois injustement oubliée, parce que c'est également une résistante également, et qui a été arrêtée, relâchée, re-arrêtée. Enfin, quel est son sort? Alors, quand les nazis viennent le 13 décembre au soir chez François Verdier, ils n'arrêtent pas sa femme. Ils vont revenir le lendemain, faire une perquisition, au passage prendre tout ce qui a de la valeur chez François Verdier. Ça, c'était quelque chose de courant, les pillages en tout genre. Et puis, elle va être sous surveillance pendant une semaine. Ils vont se servir d'elle pour faire des perquisitions dans l'entreprise de François Verdier, chemin du Raisin. Ils vont ensuite aller au domaine de la Salle, dans le Gers, et ils vont pas trouver un émetteur qui se trouvait là-bas, mais ils vont pas le trouver. Et puis ensuite, ils vont l'arrêter au bout d'une semaine. Heureusement, elle a pu cacher sa fille à temps. Qui est partie dans le Gers avec les amis de François Verdier, c'est ça? Elle va être cachée dans plusieurs endroits, changer de nom. Et puis, ils vont l'interroger. Alors, elle dit qu'elle n'a pas été violentée, mais en tout cas, ils utilisent le fait d'avoir Jeanne Verdier... Enfin, la Gestapo se sert de l'arrestation de François Verdier pour faire du chantage sur lui. Elle va être enfermée jusqu'au 27 janvier 1944. Qui est la date de la mort de François Verdier. Elle sera déportée au camp de Ravensbrück, avec de nombreuses Toulousaines. Et Jeanne, elle avait une activité résistante à part entière. C'est vrai qu'elle a été complètement oubliée. C'était la femme d'eux, comme beaucoup de résistantes toulousaines. Mais elle faisait partie du réseau de renseignement Gallia. Et donc, elle avait une activité propre. Elle aidait beaucoup François Verdier dans la gestion de ses affaires, mais elle avait une activité de renseignement au sein de la résistance. Et c'est vrai qu'on peut le dire, même si je parle sous le contrôle de l'historienne que tu es, c'est que bien peu de femmes résistantes ont été honorées. Elles ont souvent été présentées comme étant éventuellement dans l'ombre du mari, du frère ou autre. Et il n'y a que finalement peu de temps que des écrits ou des historiens s'intéressent plus particulièrement à la place des femmes résistantes. Alors, on va arriver vers la fin de cet entretien. Curieusement, malgré son statut bien connu, enfin repéré de chef de la résistance locale, la Gestapo n'envoie pas Verdier en Allemagne, ni même à Paris, mais elle l'amène discrètement le 27 janvier 1944 en forêt de Bouconne. Oui, normalement, François Verdier, d'ailleurs, il le dit dans la veille de son exécution. Le 26 janvier 1944, il écrit qu'il va probablement... la Gestapo lui a dit, les deux agents qui le torturaient en permanence lui ont dit que les interrogatoires se terminaient et qu'il serait déporté. Il l'écrit. On ignore pourquoi. En fait, le 27 janvier, il est extrait de sa cellule à l'aube, de sa cellule de la prison Saint-Michel, et conduit par ces deux tortionnaires, ceux-là même qui l'ont interrogé pendant 44 jours en forêt de Bouconne, où il va être abattu. On ne sait pas pourquoi.
Parce qu'il aurait été il était une prise importante pour eux. Tout à fait. Il aurait dû être envoyé à la direction de la Gestapo, avenue Foch à Paris, comme c'était le cas, sans doute enfermé à Fresnes, hein, comme c'était prévu pour Jean Moulin et pour bien d'autres responsables de la résistance. Mais là, on suppose que la Gestapo a voulu jeter le trouble dans les rangs de la résistance, ou alors que François Verdier, vu les témoignages de résistants, de ses camarades de prison, qu'il était en trop mauvais état pour être déporté ou pour être envoyé à Paris. Oui, ils auraient éventuellement, ce que tu dis, tenté de faire croire qu'il avait été liquidé finalement par la résistance ou une autre faction de la résistance. Ouais, c'était l'idée de... en fait, la Gestapo voulait faire croire que la résistance était donc le nid de terroristes, hein, de voyous, de voleurs, voilà. Et donc, ces deux agents de la Gestapo vont conduire François Verdier en forêt de Bouconne avec l'intention de le tuer, hein, mais avec une arme française pour semer le trouble, une arme utilisée par les résistants, et avec une grenade américaine, pour bien conforter que c'était ses camarades résistants qui l'avaient liquidé. Il pensait que François Verdier ne serait pas identifié tout de suite, parce qu'il était courant, hein, dans les habitudes de la Gestapo de liquider des patriotes discrètement en forêt et de ne pas laisser sur eux la moindre pièce d'identité pour les identifier. Sauf que, pas de chance, François Verdier était quelqu'un qui aimait beaucoup la tenue vestimentaire et qui soignait sur son manteau. Et il y avait le nom du tailleur qui avait fait ce manteau, qui savait très bien que c'était celui de François Verdier. Et puis dans sa poche, surtout, on va retrouver son journal carcéral. Donc il va être immédiatement identifié. Alors justement, quels sont les effets de son arrestation? Que devient la résistance à Toulouse? Alors quand l'opération de minuit a lieu, en décembre, ce sont 110 résistants qui sont arrêtés. Ceux qui ont pu fuir se cachent, rejoignent les maquis, se mettent au vert, hein, comme on dit. Et ses camarades de résistance, en particulier son adjoint Pierre Dumas, va faire disparaître tous les papiers compromettants qui étaient cachés rue du Languedoc, 3 rue du Languedoc à Toulouse, et donner de nouvelles consignes. Et rapidement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'arrestation à la suite de l'arrestation de François Verdier. Tout ce qu'il avait organisé, tout ce qu'il avait planifié pour que la résistance succède au régime de Vichy va pouvoir rester en place parce qu'il n'a rien dit, mais strictement rien dit. Il est resté sur l'option « je suis un chef d'entreprise, je suis innocent, j'ai rien à vous dire ». Il est resté là-dessus. Donc il n'y a pas eu de conséquences. Tout ce qu'il avait prévu, mis en place au sein des murs, va se réaliser 7 mois plus tard, au moment de la libération. D'accord, et pour conclure, clore, on ne peut pas évoquer le parcours de François Verdier sans évoquer la question de la mémoire, finalement, mémoire et transmission, deux axes de rouage essentiels. Comment est-ce que sa mémoire est honorée encore aujourd'hui ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tu parlais tout à l'heure de la création de l'association des amis de François Verdier. La première action de ses amis, ça va être à la Libération, ils se rendent compte que François Verdier est complètement oublié. On salue Ravanel, on salue Vernant, on salue tous les FFI présents à la Libération, mais Verdier, on l'a oublié. Et ses amis réunis dans un café du Capitole vont décider d'aller retirer la plaque de rue en mémoire du maréchal Pétain, la plaque de rue du maréchal Pétain, et d'y mettre celle de Forain, François Verdier. Ça va être le début de la création d'une association qui va installer sur les lieux en forêt de Bouconne, là où il a été tué, une petite stèle et organiser une première cérémonie en 1945. Là, il n'y aura pas grand monde, il n'y a pas d'officiel, le préfet ne vient pas. Et puis l'année suivante, il y a beaucoup plus de monde, le préfet est associé, les autorités militaires, et c'est une véritable cérémonie républicaine autour des valeurs de François Verdier qui se perpétue depuis 1945. L'association a évolué, elle a incorporé le mouvement Libération Sud pour rendre hommage à ce mouvement auquel appartenait François Verdier. Et cette cérémonie en forêt de Bouconne, elle a lieu depuis donc 1945, quasiment sans interruption, sauf cette année pour cause de Covid. Mais on fera quand même une cérémonie.
Voilà, et j'ai à la main, derrière nous, se trouve une magnifique affiche qui est la reproduction de la brochure à laquelle tu as contribué, qui est des extraits, des morceaux choisis des mots des différentes cérémonies, des discours qui ont ponctué ou salué la mémoire de François Verdier depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Les hommages qui lui ont été rendus. Une question vraiment pour l'historienne. Quel est l'héritage de François Verdier aujourd'hui? François Verdier, c'est un exemple, hein. C'est quand même quelqu'un qui, au nom de valeurs, au nom de principes républicains, de liberté, de fraternité, c'est des mots parfois qui sonnent creux. Parfois, on a l'impression que ça sonne dans le vide, mais là, avec François Verdier, c'est l'exemple que c'était concret, quoi. Il va tout sacrifier au nom de ses valeurs. Il va sacrifier sa famille, il va sacrifier son entreprise, puisque tout l'argent de son entreprise est passé dans le combat clandestin. Quand Jeanne Verdier revient de Ravensbrück, il n'y a plus rien. Mais vraiment, tout est passé dans le combat de la résistance. Et c'est se souvenir que dans des périodes difficiles comme étaient ces années noires, les notions de liberté, d'égalité, de fraternité avaient un sens. Et c'est pour ça que depuis 1980 à peu près, les collégiens sont associés chaque année à la cérémonie en hommage à François Verdier, qu'il y ait une interprétation, une réflexion de leur part sur ce combat clandestin et sur ses valeurs à travers le parcours de François Verdier. Et c'est bien pour ça que je parlais de mémoire. Normal d'honorer François Verdier, Jean Moulin, Freinet et bien d'autres que tu as cités, et bien d'autres, plus encore, que tu n'as pas cités. Pour autant, la question de transmission repose sur ces valeurs. Voilà, donc une des actions que tu développes, nous avons une brochure sur la table. J'aurais aimé, je les ai mentionnés au tout début de cet échange. Tu proposes des circuits citoyens au grand public dans Toulouse et probablement dans un certain temps, peut-être sur la Haute-Garonne, sur les lieux de mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste Oui, alors c'est vrai que le circuit dans Toulouse est un musée à ciel ouvert. Et quand on se promène dans Toulouse, dans chaque rue du centre-ville, il y a un lien avec l'histoire de la résistance. On peut par exemple évoquer devant la préfecture de Haute-Garonne le courage de l'archevêque Saliège, hein, qui est le premier ecclésiastique à avoir rappelé que les Juives et les Juifs étaient des femmes et des hommes, étaient nos sœurs et nos frères. Parler de Jean-Philippe, ce commissaire de police. On parle toujours de l'attitude de la police, qui a eu ici un engagement très précoce dans la résistance. Ce commissaire Philippe qui préfère démissionner et écrire à Pierre Laval qu'il démissionne parce qu'il ne souhaite pas importuner les Israélites qui ont droit au bonheur et à la liberté comme tout à chacun. Enfin, il y a dans Toulouse, les témoignages sont essentiels. Et donc, en fait, j'ai développé un circuit dans Toulouse qui est un sommaire de ce que l'on voit en Haute-Garonne. Là, par exemple, j'ai développé un circuit du côté de Fonsorbe, Brax, Forêt de Bouconne, bon, évidemment François Verdier, sur les pas aussi des maquisards de Saint-Lys, ou alors dans le Lauragais, pour connaître l'histoire de cette centaine d'enfants juifs qui ont été cachés pendant 1 an dans une petite grange avec la complicité de la population. Une plaque commémorative a été déposée très récemment. Ouais, en fait, c'est un panneau pédagogique et historique qui est là pour apporter les éléments de connaissance aux plaques commémoratives. Parce qu'à Serres, par exemple, il y avait une petite plaque qui disait « Ici ont vécu 100 enfants juifs », mais il fallait raconter comment ces enfants avaient dû fuir l'Autriche après la nuit de cristal. Toutes ces violences faites contre les juifs par antisémitisme, voilà, raconter leur parcours dans la guerre, comment ils ont traversé la France en guerre sous les bombes, voilà. Et puis comment la population a su être solidaire à un moment où il y avait énormément de pénuries. Voilà, il y avait quand même cette solidarité. Autant d'actions d'importance, parce qu'effectivement, ces valeurs, dans quelques semaines, nous arriverons aux rencontres pour l'égalité,
un des formats proposés par les Chemins de la République, une semaine entière dédiée aux thématiques antisémitisme, racisme, homophobie. Voilà, et si près de 80 ans après cette époque, on est encore sur ces questions-là, il me semble que ça démontre forcément que ce travail est utile. Les circuits citoyens sont une des actions du conseil départemental piloté par toi, enfin par Elérica, voilà, qui est également labellisé chemin de la République. Voilà, enfin le travail est très vaste et ce travail de mémoire, je crois, doit être mené et continuer à être mené sans relâche. Il faut le faire vivre. Voilà, il faut le C'est faire pas le vivre. tout de mettre une stèle ou une plaque. Il faut Faut le amener faire. voilà, il faut le faire vivre, l'intégrer dans un circuit et amener les jeunes, mais aussi les adultes. Il faut le faire vivre. C'est pas des lieux qui ne doivent vivre qu'au moment des cérémonies. C'est vraiment des lieux qui doivent être fréquentés, questionnés et auxquels il faut apporter une réponse au public. Voilà, et autant de choses qui s'adressent des plus jeunes aux plus Oui. âgés pour avoir eu l'occasion de faire certains circuits en ta compagnie. On peut prendre toute une après-midi avec Elérica Leroy. Donc il me reste, Elérica, à te remercier chaleureusement pour avoir accepté de participer à ce Merci à toi. colporteur. Voilà, et bon vent au circuit citoyen. Très bientôt, donc, la sortie du nouvel ouvrage sur Marsoula. Voilà, vous pourrez retrouver également sur le site des colporteurs du web le lien vers on en a assez peu parlé, mais vers le site du mémorial François Verdier, où il y a des photos et beaucoup d'explications, enfin, qui est un site très pédagogique. Voilà. Et n'oubliez pas le musée de la Résistance et de la Déportation, qui est un des hauts lieux de cette mémoire et de cette transmission de valeurs. Merci. Je me permets de Bien sûr. compléter. L'ouvrage sur Marsoulas sera disponible au musée de la Résistance. Voilà. Donc merci Elérica. Merci. À très vite, puisqu'on a quelques projets. Voilà, et merci à vous. Au revoir et à très bientôt.